Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Bonsoir à toutes et à tous, c'est excellent, l'émission qui crée le lien comme tous les dimanches. Contente de vous retrouver sur Sud Radio. Champion, c'est du boulot, c'est un exploit de plus pour Cyril Benzaken qui a conquis son 7e titre de champion du monde ISCA en kickboxing, catégorie des moins de 81,5 kg. C'était mercredi dernier, c'était au Palais des Sports Marcel Cerdan à Levallois-Perret. Cyril face à l'Italien Jacopo Tarantino. Vous êtes imposé à l'unanimité des juges, on va en parler évidemment. Et puis sinon, en dehors du ring, vous êtes entrepreneur, vous avez récemment aussi ouvert une salle de boxe à Paris, je crois. Alors, ça pas encore, pas mais encore, en tout cas, on vient de signer. Eh ben, on va parler de tout ça, champion du monde, champion de l'engagement, c'est excellent. Bienvenue Cyril Benzaken. Merci de me recevoir. Avec plaisir. C'est un artiste polymorphe et c'est pas moi qui le dis. En tout cas, une chose est sûre, Tom Novembre est un artiste multiple talent, de comédien à musicien, à chanteur, à auteur. Il sera présent dès le 5 juillet au Festival Off d'Avignon avec la pièce Vieille chanson maléfique, une adaptation de John Marance, mise en scène par Thomas Joussier au théâtre Le Chien qui fume. Alors Tom Novembre, vous officiez également un joli petit rôle dans le film Nouvelle Vague de Richard Linklater. C'était à Cannes. Vous allez peut-être nous confier la date de sortie ce soir. Bienvenue. Précisément non, mais je sais que c'est pour l'automne. Oui, la rentrée, l'automne. Donc, je dirais fin septembre-octobre. On attend avec impatience. Moi aussi, je ne l'ai pas vu. Allez, bienvenue chez vous, chers auditeurs. C'est excellent. 50-45 en faveur donc du boxeur qui pour un 7e fois Septième titre de champion du monde ISCA en kickboxing pour vous, Cyril Benzaken. Vous êtes dans la catégorie des moins de 80 kilos. C'était mercredi dernier, c'était au Palais des Sports Marcel Cerdan à Levallois-Perret. Déjà bravo. Bravo Merci champion. beaucoup. Merci Judith. Comment vous sentez ? Je me sens bien. Écoutez, et en fait, je me sens bien. En même temps, c'est drôle parce que avant le combat, il y avait tellement d'euphorie, tellement d'énergie, d'adrénaline que quand tout ça diminue, ça fait bizarre. Il y a l'after, quoi. Ça, la redescente, comme la on redescente. Dit, Un peu comme quand on descend de scène. Oui, une sortie de première, ça peut être un peu. Ouais, on se sent pas chute. trop. Du coup, vous flottez, quoi. Un peu là. Ouais, je flotte et en fait, vous savez, moi, je suis un peu hyperactif et du coup, je suis en train de réfléchir à la suite tout de suite à comment ce que je vais faire et j'aime bien être dans l'action. Donc, je suis plus dans la projection de demain de ce qui se passe maintenant, que quoi. dans apprécier le moment présent. Mais bon, ça c'est un éternel problème. Alors, c'était un très très beau combat. Moi, j'ai eu l'honneur d'y assister. C'était maîtrisé de bout en bout. Et alors, ce que j'ai aimé, c'est que vous étiez fair play, les gars. Un câlin sur le ring entre vous et le gagnant Cyril Benzaken. Vous le gagnant Cyril Benzaken et votre adversaire, qui est Jacopo Tarantino. Vous n'avez pas arrêté de vous checker sur le ring. Et ça fait plaisir, en fait, de voir deux combattants qui se checkent, mais malgré le fait qu'ils se mettent des sacrés coups quand même. Oui, c'est vrai d'autant plus que le pauvre, il avait le visage en sang. Oui. Et vous savez, en fait, c'est avant tout de l'admiration qu'on a chacun l'un pour l'autre, parce que on est des athlètes, on sait ce que ça représente en termes de travail et de sacrifice pour arriver préparer le jour du combat. Et en fait, ces gestes de fair play, moi, ils font partie de ma personne. Je peux pas toujours le faire, ça dépend de l'adversaire en face. Ouais. Et c'est vrai que imagine que vous en avez des plus méchants. Voilà. Et en fait, quand il a une bonne mentalité et que lui, il sourit parce qu'il voit que j'ai fait quelque chose de bien ou moi de la même manière. C'est-à-dire qu'il se prenait des coups assez sévères en souriant. Et après, non, il sourit de manière de dire bien joué, je l'avais pas vu, bien joué, ceci, cela. Et voilà, après, c'est vrai que c'est plus facile pour moi d'être fair play quand je domine que pour celui qui est dominé. Mais vous l'auriez été dans l'autre sens aussi, non ? Oui, après, j'aurais peut-être pas eu souri, moi. J'aurais été je suis quand même là pour gagner, mais je veux dire, en tout cas, ça montre aussi les belles valeurs qu'il y a dans ce sport. Et en fait, c'est un sport de combat. Donc, il y a de l'opposition, il y a du combat. Mais c'est pas un sport on n'est pas méchant, en fait. On est juste. Notre job, c'est du combat. C'est ça qui est dingue. Alors, il y a une maîtrise totale, je le disais. Combien de temps vous êtes préparé ? Écoutez, je me suis préparé pendant. J'ai eu un combat de préparation. Ouais, j'ai eu une longue préparation parce que j'ai eu un combat de préparation il y a quelques mois. Donc on pouvait déjà dire que la préparation avait commencé. Et il y a 3 mois uniquement sur ce combat, quoi. Mais d'une manière générale, je suis en préparation depuis pratiquement le mois d'octobre. Ouais, c'est ça. Et vous travaillez c'est combien d'heures par jour ?
C'est environ 25 heures par semaine. Ouais, c'est pas mal déjà. Hein. Donc, ouais, c'est pas mal. Et le reste du temps, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites masser, vous mangez bien, faites attention, couchez tôt. Alors, ouais, non, j'ai mon hygiène de vie, donc effectivement, avec des soins autour, j'essaye de très bien manger. Et après j'ai d'autres activités à côté, quoi. Ouais, ça on le sait, vous êtes entrepreneur, on va en parler tout à l'heure. Vous aviez une stratégie, vous avez regardé comment il combat Jacopo avant de monter. Comment vous fonctionnez dans ces cas? Et alors c'est drôle parce que je pensais vraiment que j'allais réussir à arrêter le combat sur des low kicks, donc sur les coups de pied en ligne basse. Alors qu'il y avait beaucoup de high kick justement, c'est-à-dire des coups de pied hauts. Ça c'était lui qui les faisait. Ouais. Et en fait, il y a eu pas mal d'ouvertures en points. Et donc ça a bien touché. Et voilà, je pense qu'on n'est pas passé. D'ailleurs, vous avez un peu mal à la main. D'ailleurs, j'ai un peu mal à la main, ouais. Et d'ailleurs, on n'est pas passé loin, je pense, d'une victoire avant la limite. Et voilà, donc en fait, j'avais travaillé plus sur la ligne basse que sur l'anglaise, mais finalement, c'est l'anglaise qui a aussi beaucoup touché. Oui, parce que le kickboxing, en fait, vous mélangez plusieurs techniques. Alors, racontez un peu ce que c'est aux auditeurs. Oui, alors bien sûr, pour ceux qui ne savent pas, le kickboxing, en fait, ça fait partie de la famille des boxe pieds-poings. Et donc, en fait, c'est de la boxe dans laquelle on a le droit de frapper avec les poings, les jambes et les genoux, et ça sur l'intégralité du corps, quoi. Donc à part les parties génitales, on peut viser les jambes, les côtes, la tête. Et une différence avec la boxe thaï, c'est qu'il n'y a pas les coudes, en fait, hein, c'est ça. Tout à fait. Il y a une différence avec la boxe thaï, c'est qu'il n'y a pas les coudes et pas les saisies, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de s'attraper. Il n'y a pas de combat au sol comme en MMA. On est dans un ring. Comme en boxe traditionnelle, avec des gants qui sont les mêmes. On est juste pieds nus pour pouvoir utiliser nos pieds. Ouais. Alors vous vous êtes imposé à l'unanimité, je vais y arriver, des juges, on l'a dit. C'est quoi les critères clés sur lesquels vous avez su marquer des points justement tout au long du combat ? Alors, je pense le volume de travail, c'est-à-dire que mon adversaire essayait de travailler sur des coups très lourds et puissants en jambes, mais ils étaient assez isolés, alors que moi c'était peut-être plus construit, il y avait des enchaînements. Et l'efficacité, c'est-à-dire que on a vu que je lui faisais mal à la jambe, on a vu qu'il avait le visage en sang, et donc tous ces critères-là réunis font que Du coup, quand ça saigne, faut taper plus là où ça saigne, quoi, c'est ça. Du coup, voilà, ça c'est pas très fair-play, mais c'est vrai que quand ça saigne, on tape là où ça saigne, parce que c'est pas fair-play, ça s'appelle un combat. Si ça saigne trop, normalement, d'ailleurs, les médecins n'ont pas arrêté, mais on n'était pas loin, je pense, de l'arrêt, oui, puisqu'il y avait une ou deux arcades qui étaient ouvertes. Qui étaient sévèrement atteintes, ouais. C'est quoi l'état d'esprit quand on monte sur un ring comme ça ? L'état d'esprit, c'est je suis le meilleur, je suis inarrêtable, je vais gagner. Et sinon, ouais. Mais du coup, c'est un peu comme ça dans la vie aussi ou pas ? Peut-être, mais en tout cas pas autant affirmé. C'est-à-dire que, en tout cas, par rapport à mon tempérament, je me le répète pas en boucle et j'arrive pas comme ça. Je suis plutôt cool et c'est un mindset je vais vraiment peut-être être sûr de moi, serein, parce que voilà, ça fait partie de mon mindset. C'est ce que je fais depuis plus de 20 ans. Mais c'est moins révélé en tout cas. Et là, à ce moment-là, il y a besoin de le révéler parce que vous savez, comme toute grande chose que vous devez faire, il y a un critère qui est fondamental, c'est la confiance en soi. Bien sûr. Et donc, pour booster sa confiance, c'est vrai que c'est bien d'arriver avec ce genre de mindset. Tom Novand, j'imagine que ça résonne chez vous, la confiance en soi, le fait de monter sur un ring, parce que quand on monte sur scène, finalement, c'est un peu la même chose. Et puis, il y a de la rigueur, il y a le corps à l'épreuve, il y a une stratégie. Là, vous bossez sur un spectacle, il y a quand même 8 à 10 heures de boulot par jour. Il faut être quand même bien concentré aussi. Est-ce que vous dites la même chose en montant sur scène ? Je vais y arriver, je suis le meilleur. Les premières fois, nous on est dans un métier de répétition. Alors les répétitions, ils en ont beaucoup. C'est pour un one shot. Enfin, même si il y a plusieurs combats dans une carrière, c'est bien. Mais nous on s'embarque pour plusieurs. Donc on essaye de viser à long terme. C'est pas la même mémoire qu'au cinéma, par exemple, pour le texte. Au cinéma, on apprend son texte. Le surlendemain, une fois que la scène est tournée, c'est difficile de pouvoir s'en rappeler. Au théâtre, on n'a pas le choix, il faut le garder, et même quand on joue pas, il faut continuer à l'apprendre. C'est la gymnastique du cerveau, quoi. Après, pour le mental, c'est plus... moi, il y a toujours une part de doute, malgré tout. Moi, j'ai toujours laissé une part de doute, mais on s'appuie sur des... je dois pouvoir le faire, oui, je sais le faire, j'ai fait ce qu'il fallait. Et puis on transforme aussi la peur, le trac en moteur, quoi. Et puis on n'engage pas son corps de façon aussi, intense que vous le faites, où c'est rare. Il y avait Belmondo qui faisait des cascades, mais moins au théâtre qu'au Cinoche.
Et est-ce que justement cette notion de peur, vous l'avez quand même, Cyril? Bien sûr, avant chaque combat, j'ai peur. Comment vous transformez ça? En fait, je me dis une seule chose, c'est que la peur n'est pas réelle en fait. La peur, c'est un simple produit de mon imagination qui va indiquer à mon cerveau que peut-être ça va mal se passer. Et à ce moment-là, je repense à tout ce que j'ai fait dans ma préparation, toute la préparation que j'ai calibrée pour que ça se passe bien. Et en fait, généralement, ça éloigne la peur. Donc c'est le travail qui éloigne la peur, en fait. La discipline, le travail fait, et le fait aussi de croire en son travail. C'est-à-dire d'être capable de se dire, non mais n'oublie pas ça, t'as fait ça. Ça veut dire que n'aie pas peur de ça, ou tu sais que tu dois lever la garde, etc. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, ce sont des techniques de respiration que peut-être vous faites avant de monter sur scène. Ouais, ça marche ça. Alors ça marche, mais c'est primordial presque. Ouais. Alors ça dépend des gens. Il y en a qui ont besoin de ça. C'est simple. Vous savez comment ça fonctionne. Vous avez des pensées qui arrivent dans votre tête, et la respiration, elle est tellement mécanique on n'y pense jamais à sa respiration. Mais si vous mettez votre cerveau et votre conscience sur la respiration, en fait, simplement, le fait de conscienter, exactement, vous avez oublié le reste et le reste va passer. Donc, en 2-3 minutes, vous êtes capable normalement de descendre de plusieurs étages si jamais vous vous emballez un peu avant un événement important. Merci, parce que c'est des conseils qu'on peut tous suivre, ça. Alors cette ceinture, vous l'aviez perdue quand même en 2024 et vous venez la récupérer avec brio en 2025. Finalement, la défaite, ça permet aussi d'ajuster les fondamentaux, non ? Alors, cette ceinture, je l'avais perdue. C'était un combat extraordinaire. C'était un des plus grands combats de ma carrière parce que c'était face à une légende de mon sport qui faisait son dernier combat face à moi. J'étais là aussi, je me souviens. Vous étiez là aussi, ouais. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que sur le moment, tout mon staff, la plupart des gens disaient non, mais t'as gagné, tu t'es fait un peu. Et c'est vrai, la boxe, on peut toujours dire il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd. C'est le nombre de coups, quoi. Voilà, bon, c'était serré, donc c'est subjectif, ouais. Et en fait, j'ai pensé à une chose, je me suis tout de suite remis en question, je me suis dit, ouais, peut-être, mais il a fait quelque chose de bon, c'est qu'il a fini le combat fort. Même si j'ai gagné, on va dire... Il est monté en puissance, quoi. Il est monté en puissance, et donc c'est ça être un champion, c'est finir fort. Commencer tout doux et finir fort. Et même si moi j'étais parti très fort, etc., et qu'on pourrait dire, en fait, finalement, sur la longueur, t'as plus d'avantages, il a fait un... Et j'ai pris ça comme leçon et je me suis dit maintenant, ce sera le dernier combat que tu perds parce que tu ne finis pas fort. Et du coup, comme vous dites, voilà, c'est ce que vous avez fait là. Ouais, c'est ce que j'ai fait, même si je dominais, je suis pas resté. Et là, sur le dernier combat, c'est vraiment ça qu'on a vu. C'est-à-dire que vous avez avancé en technicité et en force en fait au fur et à mesure du temps. Bravo. Merci. Allez, vous êtes bien sur Sud Radio. On vous revient avec le 7 fois champion du monde de kickboxing Cyril Benzaken et puis le comédien, auteur, chanteur et j'en passe, Tom Novembre. Et c'est excellent. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. C'est un bon choix, je dirais même plus. C'est excellent. Et oui, avec moi ce soir, le 7 fois champion du monde de kickboxing, Cyril Benzaken, et le comédien et chanteur Tom Novembre. Bientôt à l'affiche de la pièce Vieille chanson maléfique. C'est au Festival Off d'Avignon qui aura lieu dès le 5 juillet. Alors justement, Tom Novembre, dès le 5 juillet, cette pièce, vous y serez au Festival Off d'Avignon. C'est Vieille chanson maléfique, je le rappelle. C'est une adaptation de John Marans, qui est mise en scène par Tom Joussier. Ça sera au théâtre Le Chien qui fume. Alors, dans cette pièce, vous nous y transportez dans le Vienne des années 1980. C'est ça, oui, 86. Au moment de l'élection de Kurt Waldheim. Voilà. Et alors, grosso modo, le pitch, je vous le fais en 2 secondes pour que les auditeurs sachent où ils mettent les pieds. C'est entre musique et passé trouble. Pardon, il y a un jeune pianiste, Stéphane Hoffmann, qui arrive pour étudier avec le grand professeur Schiller, mais qui rencontre plutôt le déclinant Joseph Machkan, qui lui enseigne le chant. Alors, 2 hommes opposés, l'un marqué par son passé, l'autre en quête du sien. Est-ce que ça vous convient comme histoire ? Il y en a un marqué par son passé et l'autre qui est en quête de son avenir, plus que de son passé. Ouais. C'est justement son passé, là. C'est un jeune prodige qui a un peu saturé et qui a perdu la foi. D'accord. Il va à Vienne pour essayer de se reconstruire auprès d'un grand pianiste, puisqu'il est pianiste, et on lui balance le fait que ce serait bien qu'il travaille plutôt l'accompagnement et du chant que le piano solo, et ça, et d'abord qu'il apprenne à chanter pour comprendre ce que c'est qu'un chanteur. Pour lui, c'est du temps perdu, c'est autre chose, enfin c'est pas du tout ce à quoi il s'attend.
Et donc il se retrouve avec ce vieux prof qui a lui une plus longue histoire, voilà, au moment où dans un Vienne des années 80 où renaissent des idées et se sentent fortes des idées qui se baladent aussi de nos jours à droite à gauche. Ouais. Voilà, Vienne, c'est en Autriche, pays de naissance d'un certain Adolphe. Donc, voilà. Je ne vais pas en dire plus, voilà, mais tout se mélange, mais tout ça passe aussi, transite par la musique, par la mélodie, par la sensibilité et la poésie des deux personnages. Alors, ce que vous me disiez hors antenne, c'est que quand même, c'est un sacré exercice scénique et de technique, hein, parce que d'abord, il faut chanter, il faut jouer du piano, et il faut jouer la comédie aussi en même temps. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Vous travaillez beaucoup. On peut toujours essayer de faire illusion par moment, mais ça demande quand même du travail. Ça marche pas l'illusion sur scène, si, à part quand on est magicien. Faut passer pour un Autrichien d'origine. Moi je suis né dans l'Est de la France, mais pas si loin. Donc vous apprenez à parler autrichien. Donc j'apprends à parler allemand. J'apprends à parler français avec un accent, allemand. Voilà. J'apprends les partitions. Enfin, je ne lis pas la musique, donc il faut que j'apprenne les partitions par cœur. Voilà, les partitions sous une autre forme, donc les morceaux. Comment vous faites les ça, chants. Les morceaux, pour les apprendre au piano, c'est à l'oreille que vous travaillez ? J'ai pratiqué un peu le piano, donc, mais j'ai pas un solfège suffisamment développé pour lire une partition comme un bouquin. Donc. C'est laborieux. Bah oui, je suis bien d'accord. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette idée, dans ce texte ? L'humanité qui s'en dégageait au final. Et puis ces clins d'œil à des idées contemporaines via des moments du passé. Voilà, je ne veux pas rentrer dans le détail, je ne veux pas déflorer le passé de l'un et de l'autre. Mais bon, il y a des résonances dans le monde moderne de ce qui se passe entre eux. Notamment sur la montée des extrêmes, hein, si j'ai bien compris. Voilà, en quelque sorte, où disons, le nazisme, c'est une idée. Donc on peut la frôler simplement, mais on peut aussi rentrer dedans. Donc ça dépend jusqu'où on ose aller, et j'ai l'impression qu'on ose de plus en plus. Donc l'idée c'est quoi là ? C'est de dénoncer aussi notre époque contemporaine ? Non, il n'y a aucune dénonciation, il y a juste des suggestions. D'accord. D'autres chemins possibles, quoi. Pas des suggestions d'autres solutions, des suggestions et c'est toujours là, c'est toujours dans l'air, c'est toujours potentiellement utilisable par les uns ou les autres. Ça fait peur à tout le monde. Il faut accepter à la fois de pardonner au passé, mais se méfier de tout ce qu'il a véhiculé et qui ne devrait pas renaître. D'aucuns diraient que c'est un phare pour l'avenir. Il faut être pris pour être appris. Et alors si on est pris 2 fois, c'est qu'on devient con. Passez-moi l'expression. Parlons vrai sur Sud Radio. Une fois, ça va. 2 fois, bonjour les gars. Et alors comment ça se passe avec Thomas Joussier, qui est metteur en scène et qui vous accompagne dans ce projet ? Comme entre un acteur et son metteur en scène, très exigeant, qui connaît son sujet, qui sait très précisément ce qu'il veut, qui est en relation souvent avec l'auteur quand il a un doute, et qui précise et qui revient pour recorriger, qui nous laisse proposer, mais qui, il dirige, c'est-à-dire qu'il vous donne une direction, pas trop à gauche, pas trop à droite, c'est par là qu'il faut aller. Allez, vas-y, c'est un peu vas-y, comme un plus, chef d'orchestre, en fait, totalement, oui. Mais il y a une forme de musicalité dans le texte, dans l'énergie
qu'on doit y mettre ou retenir ou lâcher. Enfin, faut gérer chaque round. Nous, il y en a 7. Ah ouais, quand même. Hein. Bah là, il y en avait pas. C'était 7 aussi. 5, pardon. Alors, Tom Novembre, la musique, c'est un personnage à part entière aussi dans cette pièce. Hein. Ah oui. Ouais. Parce que tout transite par... Alors, c'est un genre que je ne connaissais pas, moi. C'est pour ça que aussi, j'étais curieux. Comme je suis curieux de nature, j'ai été explorer ça. C'est les lieds allemands. C'est une forme de chant classique qui sont des chansons courtes, quelquefois très très courtes, plus courtes que nos chansons de variété, mais qui construisent une histoire sur 7, 8 petits chapitres, plus ou moins. Et là, c'est autour des amours du poète, un lied de Schumann, voilà, qui raconte le désarroi, le désespoir, la tristesse d'un homme plein d'envie et donc il y a une résonance forcément avec l'histoire de ce jeune prodige. Finalement, c'est un spectacle qui rassemble tout votre savoir-faire, Tom Novembre. J'espère. En tout cas... pratiquement, sauf celui d'auteur, pour le coup, mais... Non, mais je dirais... Vous me parliez de Mademoiselle de Parieux et de tout ce qu'elle a pu emmagasiner au cours de son histoire d'actrice pour pouvoir aboutir à son... À Madame de Merteuil, à son Molière. Au pied levé. Ouais, elle incroyable. En 24 heures avec... c'était impressionnant. Je peux dire la même chose. Je pense que tout ce que j'ai pu apprendre, accumuler, retenir de mon histoire, me sert aujourd'hui. Oui. Pour vraiment aller au fond des choses. Cyril Benzaken, je rappelle le titre de spectacle de Tom Novembre, Vieille chanson maléfique. C'est deux hommes que tout oppose qui finissent par se rencontrer, se confronter, se comprendre. En tant que champion, vous aussi, les face-à-face intenses, on en a parlé, vous les vivez. Est-ce que finalement, un combat, c'est un peu un espace de dialogue aussi ? J'apprécie énormément votre question parce que j'ai tendance à dire que un combat, justement, c'est une discussion. Pourquoi une discussion ? Parce que je pense, en tout cas, ma définition d'être fort, c'est d'être à l'écoute. Et ne pas penser être le plus fort, mais être à l'écoute. Être à l'écoute, pourquoi ? Parce que, en fait, je vais être bon si je sais adapter mes mots, c'est-à-dire mes coups de poing et mes coups de pied, en fonction de ceux de mon adversaire. Et un dialogue, c'est ça. Et en fait, quand on a deux personnes qui crient, mais qui ne communiquent pas, elles ne s'entendent pas, aussi fort qu'elles puissent crier. Et je pense que sur un ring, c'est pareil. C'est pour être bon, il faut arriver à prendre en compte l'autre. Et je dirais que le vocabulaire qu'on utilise, ça serait notre technique. Et les déplacements qui sont fondamentaux, on va dire la position dans le ring, serait notre syntaxe, quoi. Et donc les deux réunis vous permettent de faire un bon combat. De faire un beau combat aussi, ouais. Alors Tom Novembre, justement, sur cette idée de cette rencontre entre ces deux hommes qui se confrontent et qui se comprennent ensuite, on est quand même sur la subtilité aussi des relations humaines, des rencontres. Toute proportion gardée, c'est un peu la même chose. Vous jouez sur des esquives, vous jouez sur des placements. Nous, on joue sur des silences, des coups portés sonores, pas plus que physiques. Avec les mots, quoi. Oui. Chaque mot est pas utilisé. Et dans l'écriture à l'américaine, tout est calibré, tout est pensé, réfléchi, et rien n'est gratuit. Donc il faut essayer toujours chercher ce qui sous-tend telle forme de réplique, telle forme d'éludation, la façon qu'on a d'éluder une question ou d'esquiver une réponse, etc. Et on a toujours en face de soi quelqu'un qui vous attend au tournant, et vice-versa. C'est ça qui est beau. En quelques petits mots, vous avez déjà joué au off d'Avignon avant ? Oui. C'est quoi l'ambiance alors ? Moi, j'ai toujours trouvé ça assez festif. Je jouais avec Claire Nebout il y a une quinzaine d'années, et puis avec Christophe Malavoie, une pièce qui s'appelait Fausse Note il y a 10 ans.
Donc vous êtes content d'y retourner, quoi. Ouais, j'aime bien. Et je sais pas, jamais 203, ça a toujours été au chien qui fume. Bon, bah donc, voyez. Je suis on en aime bon bien en terme plus avec le nom de ce théâtre. les gens qui nous accueillent. Allez, vous le savez, c'est excellent sur Sud Radio. On est avec Cyril Benzaken, qui est 7 fois champion du monde de kickboxing, et Tom Novembre, qui est comédien, chanteur et artiste polymorphe. Et oui, vous restez avec nous, c'est pas fini parce qu'on revient tout de suite. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent comme tous les dimanches. Vous êtes tous et toutes ici chez vous. On est avec le septuple champion du monde de kickboxing, Cyril Benzaken, ainsi que Tom Novembre, comédien et chanteur, bientôt à l'affiche de la pièce Vieille chanson maléfique. Ça sera au Festival Off d'Avignon. Alors Cyril Benzaken, on l'a dit au début de cette émission, vous êtes entrepreneur et vous produisez notamment vous-même vos combats, enfin en tout cas une partie, je crois. C'est ça. C'est rare dans le monde de la boxe, ça. Ouais, c'est assez rare. En fait, vous savez, ça arrivait un peu comme ça. Par la force des choses. Par la force des choses. J'avais des parents qui étaient pas trop pour que je fasse de la boxe et ils m'ont vraiment poussé à faire mes études. À côté. Vous êtes diplômé de Paris-Dauphine. Hein. Exactement. Et en fait, quand j'étais à la fac, en fait, assez naturellement, je naviguais entre mes deux quotidiens, quoi, celui d'étudiant et celui de boxeur. Et quand j'avais des combats, moi j'ai étudié le marketing et tout ça, et je me disais tiens, c'est drôle parce que il manque un peu quand même de toutes ces notions, et voilà. Et en fait, si vous voulez, j'avais le sentiment de ne pas faire les combats que j'imaginais faire dans le contexte. Et du coup, je me suis dit vous l'avez créé, quoi. Voilà, pourquoi pas le faire moi-même, et j'ai la chance d'être accompagné de mon frère qui est formidable, et d'un autre ami d'enfance, Yacine, etc. Et de gens. La famille en force, quoi. Ouais, d'être avec une équipe top, et en fait ça me porte, et finalement je me rends compte vraiment que j'adore créer des projets, que ce soit un combat parce que c'est un projet, ou que ce soit créer un événement. En fait, monter quelque chose de toute pièce, c'est quelque chose vraiment qui me fascine. Puis c'est aussi une forme d'indépendance évidente, et aussi une manière aussi de mieux maîtriser votre image et puis votre carrière en général, non? Mais alors bien sûr, c'est à la fois une manière parfaite d'être en totale indépendance. Par contre, c'est vrai que maintenant, je le vis bien, mais j'ai eu des moments assez compliqués de doute parce que, en fait, où j'avais pas trop de propositions de combat en dehors de ma prod, et du coup, ça veut dire que si moi je me bouge pas pour me dire allez, il faut que tu te battes pour aller produire, tu te battras pas, tu combattras pas, et tu gagnes pas parce qu'il y a pas de prod. Et du coup, ça fait qu'il faut, quand il faut y aller, il faut se pousser, parce que faire un événement, c'est pas évident. J'ai envie de dire que c'est un exemple à suivre. On devrait tous toujours se dire si j'y vais pas, il y a rien qui se passe en même temps. Mais alors, vous savez, moi, il y a un proverbe que j'adore, c'est le non, on l'a déjà, le oui, on va le chercher. Et dans la vie, vous n'avez rien qu'on vous offre, c'est à vous d'aller décrocher un oui. Hein. Moi, j'avais une petite question. La boxe, c'était une passion? Alors, à l'origine, parce que vous disiez entre vos études et vos entraînements. Alors en fait, ça a été une passion quand je l'ai rencontré, mais si vous voulez, moi je me suis jamais intéressé au sport de combat spécialement. J'ai fait du judo petit, j'ai franchi les portes de la salle de boxe à 13 ans. Et en fait, par contre, oui. Révélation, quoi. Voilà, c'était une révélation. Pas dans le sens j'étais doué ou quoi, j'étais pas du tout. Mais j'ai adoré ça. Et j'ai pourquoi, eu des vous savez étoiles. Pourquoi? Ouais, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y avait mon entraîneur de l'époque, que je salue, Aurélien Duhart, un immense champion, qui avait un charisme incroyable. Moi, j'étais un jeune ado, un petit peu gros avant. Lui, c'était un athlète taillé. Et donc je me suis dit, non, mais je me suis dit, du coup, je confirme. Non, mais du coup, je pense, tout le monde est bien. Tout va bien. Et du coup, je me suis dit, je pense que quelque part, j'avais envie de ressembler à ce genre de figure, et donc ça m'a inspiré. Et c'est vrai que c'est top, parce que en fait, je sais pas si ça serait arrivé dans le monde d'aujourd'hui, parce que en fait, on avait la chance de pas avoir de smartphone, et pas les réseaux, et de penser qu'on est curieux parce qu'on regarde, en fait, et c'est pas de la curiosité de regarder des vidéos. La curiosité, c'est du pragmatique, c'est d'aller tester les choses. Et en fait, et du coup, comment il y avait pas ça, quand on avait envie de tester la boxe, on allait dans une salle de boxe, même si on n'allait pas aimer, ou faire du foot, ou peu importe, on allait faire les choses. Et je pense que c'est perdu. C'est pas que ça se perd, mais vous étiez acteur de votre propre histoire. Voilà, c'est ça. Mais j'avais la chance d'être dans un contexte où c'était plus facile aussi. Oui.
Vous êtes sûr que c'était plus facile ? Non, je sais pas si c'était plus facile. En tout cas, j'encourage les gens à pas rester sur le téléphone. Non, mais c'était une passion, donc c'est ça. On les encourage tous. C'est un moteur. C'est un moteur. Le téléphone, ça rend un peu bête, effectivement. Allez, Tom Novembre, on l'a dit, vous êtes un artiste multiple. On vous retrouve bientôt à l'affiche du film Nouvelle Vague de Richard Linklater. Je ne fais qu'une petite apparition. Mais j'avais envie de mettre un extrait quand même, parce que la Nouvelle Vague, c'est la Nouvelle Vague. On écoute. Paris, 1959. Une salle de sport. Un réalisateur, une caméra, de la pellicule, un producteur, une ingénue, des stars, de l'argent. C'est très Godard, hein. Oui. Le film raconte en fait la genèse et le tournage de À bout de souffle. À bout de souffle, oui. Alors, dans le rôle de Godard, il y a Guillaume Marbeck, il y a Zoé Deutsch qui fait Jean Seberg, il y a Aubry Dulin en Jean-Paul Belmondo, et puis il y a vous en Jean-Pierre Melville, qui n'était pas n'importe qui, Jean-Pierre Melville. J'explique quand même pour les auditrices, les auditeurs, c'était un réalisateur et scénariste qui était considéré comme, qui est toujours d'ailleurs considéré comme l'un des pionniers du cinéma noir français, puis une figure majeure qui a inspiré en fait toute cette nouvelle vague. Oui. Et qui inspire encore, que cite encore Tarantino aujourd'hui. C'est ça, qui a inspiré énormément de réalisateurs. Oui, ça a été un des pionniers. On lui doit l'Armée des Ombres, le Cercle Rouge et quelques autres gros succès. Alors comment vous êtes retrouvé là et comment vous avez abordé ce monsieur qui est quand même pas n'importe qui, hein? J'ai passé un casting comme tout un chacun. J'y croyais pas, pour être franc. Et puis il semblerait que sur ce que j'ai produit dans les improvisations qu'on nous a demandé, j'ai pu faire la différence. À la sortie, comme il n'était pas à cheval sur une ressemblance au millimètre, il y avait un seuil de tolérance. Parce que je suis plus âgé que le personnage. Oui, mais en fait, il y a le côté surréel aussi de la nouvelle vague qui finalement fait que c'est un parti pré-artistique en fait aussi. Il était un parrain, donc il faisait partie de l'histoire, même si c'était en périphérie. Et Godard était très gourmand des conseils de Melville. Et donc à partir de là, je me suis plongé dans sa filmographie, dans ses interviews, j'ai regardé comment il bougeait, comment il parlait, etc. J'ai essayé de comprendre son histoire. Comment on sent quand on interprète un monsieur qui a tant compté dans l'histoire du cinéma, quand même, français et mondial, on peut le dire. Parce que je dis quand même la nouvelle vague, pareil pour les auditeurs et les éditrices, c'est des nouvelles techniques de tournage, c'est de la lumière naturelle, c'est des plans séquences, c'est des montages discontinus, ça casse tous les codes classiques. C'était très très scandaleux à l'époque, c'est très installé. Effectivement, et Melville était un précurseur dans la mesure où c'était un des premiers à avoir monté ses propres studios de cinéma pour justement se rendre indépendant de l'establishment cinématographique français de l'époque, qui était lui-même très inspiré du système à l'américaine, si possible. Et donc, en ce sens, il était très inspirant pour tous les jeunes cinéastes de la nouvelle vague, sortis des cahiers du cinéma, comme Godard, Truffaut, Tanner. Il y est dans le film d'ailleurs, Truffaut. Pardon, oui. Il y a plein de clins d'œil à toute cette génération, en fait, parce que comme son nom l'indique, il y avait une espèce d'envie et une nouvelle vague. On est dans les années 60, 70. Vous étiez tout petit, vous ? Ouais, ouais, mais bon. Ça vous a marqué cette période ? Oui, enfin disons indirectement, je dirais. Mon père aimait beaucoup Melville, surtout il aimait beaucoup l'Armée des Ombres. Ouais. Quand on quand on rentre dans le personnage de Melville, l'Armée des Ombres avec Lino Ventura et Simone Signoret, entre autres, Paul Meurice et quelques autres, qui est un film sur la résistance et qui est un des films les plus crédibles sur ce système, enfin sur la réalité de ce moment. Et donc, quand on rentre dans l'histoire du gars, quand on voit son parcours, avant d'être cinéaste, pourquoi il était cinéaste, on lui a offert une caméra quand il avait 9 ans, on vous a peut-être offert des gants. Vous avez offert des gants, tiens, Cyril Benzaken? Non. Vous êtes allé vous les acheter tout seul? Mes parents voulaient pas trop, donc ils m'ont quand même offert les gants, mais parce que je suis allé dans la salle de boxe, ils m'ont pas dit. C'était pas avant.
Voilà, fallait que vous montriez que vous aviez très très envie. Quoi. Exactement. Ouais. Et puis il a persévéré pendant la guerre où il était, où il filmait sur le front italien. Et puis après, il a fait partie de la résistance, donc il a été très imprégné de cette humeur-là cette humeur, ces codes-là, on va dire, qu'il a retrouvé chez les voyous parisiens d'après-guerre. D'accord. Où il y avait, il y avait un code d'honneur, quoi. Où il y avait des codes, une dignité. Ça, c'est un peu perdu, tout ça. Hein. Maintenant, tout est permis, tous les coups sont permis. Demandez aux gens de pouvoir. Tout est bon. Ouais, est-ce que vous sentez, comment vous vous sentez dans cette période justement où les choses, les essentiels comme ça sont remis en question? C'est plus mon monde. Enfin, c'est plus mon monde. Non, j'en fais partie. Vous y êtes quand même. Mais je regarde ça d'un peu plus loin. Si on me demande mon avis, je sais pas si je le donnerai à chaque fois. Je veux dire, il a beaucoup évolué. Il a été plus vite que ce que je croyais dans certains cas. Il n'est pas allé assez loin dans d'autres. Alors voilà, il y a un côté désappointé parfois, un peu déçu parfois, un peu. Mais je crois en la jeunesse. Moi, je pense que ils sont autant en vie qu'on pouvait avoir envie. Moi, je maîtrise plus leurs outils. Eux, ils peuvent y arriver. Donc. Je désespère pas non plus. Qu'est-ce que vous envoyez de cette jeunesse, Cyril, vous qui allez bientôt monter une salle de boxe et tout? Est-ce que ça fait partie de vos volontés, justement, d'aller transmettre votre savoir-faire comme ça? Et bien sûr, de donner des nouvelles clés? Et exactement, c'est de faire perdurer en fait un héritage que nous on a reçu, que ce soit dans la boxe ou dans d'autres domaines. Et c'est vrai que en fait, ce que j'ai envie surtout de transmettre à la jeunesse. Alors moi c'était la boxe, ma passion, mais c'est la passion. Et c'est d'arriver à faire des choses avec passion parce que en fait dans la manière dont on se comporte aujourd'hui, on a tendance à avoir du mal à aller au fond des choses. Et pour aller au fond avec la passion, c'est facile parce que quand vous aimez ce que vous faites, vous n'avez pas de problème à y passer des heures, à approfondir. Et c'est vrai que dans un monde où tout doit aller très vite, on est sollicité de tous les côtés. C'est pas évident parfois pour les plus jeunes d'arriver à se canaliser pour creuser. Et je pense que faire des choses avec passion, ça permettrait d'y arriver. Je suis totalement d'accord avec vous. Je rajouterais juste que dans un monde où on vous parle tout le temps de sécurité, je veux dire, où on peut vous faire peur et vous brider vos envies et vos passions qui comportent toujours une petite part de risque. Ouais, c'est vrai qu'on n'y arrive jamais sans prise de risque. On va en parler ça déjà dans un instant du coup. Allez, vous écoutez C'est excellent sur Sud Radio. On est avec Cyril Benzaken, 7 fois champion du monde du kickboxing. Tom Novembre, comédien, chanteur, artiste aux multiples talents. Vous restez là parce que nous on revient. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. C'est bientôt la fin de votre émission autour de l'excellence française. C'est excellent, vous le savez, sur Sud Radio. Je suis en compagnie du 7 fois champion du monde de kickboxing depuis la semaine dernière. Attention, Cyril Benzaken et puis le comédien et chanteur Tom Novembre, prochainement à l'affiche de la pièce Vieille chanson maléfique présentée au Festival Off d'Avignon. Alors Tom Novembre, j'avais envie de vous écouter chanter. J'ai dégoté un petit truc du fond des tiroirs. Allez-y, on écoute. J'adore cette chanson. Je sais pas pourquoi je la trouve géniale. Tu sais pas ce que tu La voix n'a pas changé, hein. C'est 2002, ça. Elle a pris encore. Elle est descendue un peu dans les dans faites les le graves, ténor maintenant. Mais elle tient encore. Elle peut monter aussi. Elle a de plus en plus de mal. Et alors, vous allez nous faire un nouvel album un jour ou c'est pas dans les cordes là? Parce que le dernier c'était quand? C'est une petite dizaine d'années. Je suis plus dans. Ouais, vous avez pas envie en fait? Tout est un marché. Si, les chansons, je les ai. Après, il faut tout construire. C'est comme monter le match de boxe. Faut aller chercher tous les ingrédients. S'ils s'approchent, s'ils se présentent, je dis pas que je les fuirai, mais faire la démarche. Aller les chercher, moyen. Faire la démarche. J'écris un prochain spectacle dans lequel j'incorporerai des anciennes et surtout des nouvelles chansons. Et qui sera. Puis on verra ce que ça donne après. Quoi. Et puis on verra si ça amuse les gens, s'ils ont envie d'eux. Mais tout est marché aujourd'hui. Tout est on est tous des produits.
Donc à un moment donné, bon, est-ce que je dois produire Donc quand vous montez sur scène, par définition, vous l'êtes aussi, non? Et comme on me propose des choses qui me passionnent aussi, ça passe. Voilà, j'ai de quoi m'occuper en attendant. Votre frère Charles-Élie Couture, il vous décrit comme un artiste polymorphe. Est-ce que c'est une définition qui vous convient? Parce que je l'ai dit 2-3 fois dans cette émission. Oui, mais il sait de quoi il parle, parce que dans le genre... Vous êtes un peu pareil, quoi. Il est aussi... il défend le multisme, lui, c'est-à-dire la capacité ou possibilité de s'exprimer avec différents vocabulaires. Est-ce que c'est pas compliqué dans une société... artistique. Oui, Pardon. Justement, dans une société française où justement il y a encore des clivages entre les différents styles d'art, en fait. D'une façon ou d'une autre, je dirais, lui et moi, on l'a un peu payé. Hein. L'indépendance qu'on essayait de défendre et la possibilité de s'exprimer, encore une fois, avec différents vocabulaires artistiques. Sortir des cases, quoi. Aujourd'hui, ça commence à être un peu plus admis. Il y a plein de jeunes acteurs qui ont des groupes de musique bon, les passerelles sont plus possibles entre. Il y a des animateurs qui vont au Cinoche, il y a des présentateurs qui font des fictions. Bon, avec plus ou moins de bonheur, avec plus ou moins de talent, ça, peu importe. Mais les passerelles existent. À notre époque, moi. Aujourd'hui, on me définit encore comme un personnage. C'est-à-dire que je suis pas un acteur, je suis pas un chanteur, je suis pas un auteur, je suis un personnage. C'est-à-dire un truc un peu hybride. Un peu marginal ou un peu, périphérique, intéressant, si tant est qu'on s'y intéresse. La polyvalence, vous partagez ça, Cyril Benzaken, on l'a dit, vous êtes combattant, vous êtes champion, vous êtes producteur, vous êtes entrepreneur. Du coup, c'est la même volonté de faire à chaque fois. Hein. C'est un peu ça qu'on disait tout à l'heure. C'est pour exceller dans les domaines, il faut juste faire à 100%. Comment est-ce que vous faites pour lier les différentes activités, en fait, et les engagements que vous avez? En fait, elles sont quand même assez proches parce que finalement, elles sont toutes en lien avec ma passion, avec la boxe. C'est juste que c'est différents métiers. Il y a le métier d'athlète et le métier de producteur. Non, mais quand on produit un combat où on va monter sur le ring, par exemple, on imagine que vous pouvez pas être partout, quoi. Non, mais alors, je suis pas partout dans l'exécution et l'opérationnel, mais c'est vrai que en amont de tout ça, en fait, je pense que déjà, quand on est monté sur le ring, suffisamment de fois, on connaît le milieu et du coup, ça vous rend expert. Et quand vous êtes expert dans un domaine, vous arrivez bien à cerner les ficelles et du coup, ça vous donne des clés vite, quoi. pour mieux construire les projets. Et pour savoir ce qui est bien et ce qui est moins bien. Et du coup, voilà. Et après, l'envie, après, c'est sûr que quand on veut devenir champion, on baisse pas les bras. Et donc, ça nous donne des qualités qu'on sait reproduire dans la vie d'entrepreneur, quoi. Ça serait quoi la principale leçon que vous en tireriez de tout ça, là? Ce que vous venez de vivre, là, Cyril Benzaken? En fait, c'est pas vraiment une leçon, c'est plus ça rejoint mon enfance où j'étais un garçon dans la lune, en fait, souvent dans la lune, et que je suis encore aujourd'hui, et juste de se dire qu'en fait, être dans la lune pendant un combat. Non, bien sûr, non, mais ce que je veux dire, c'est que quelque chose que vous vous êtes autorisé, parce que des gens s'autorisent même pas à rêver, quelque chose que vous êtes autorisé même pas rêver. Quand je dis rêver, c'est penser de manière consciente. Vous pouvez le réaliser. Et du coup, c'est de vraiment qu'il n'existe pas de barrière, quoi. C'est vraiment. Il faut croire en ses rêves. Il y a du boulot quand même. Oui, alors j'ai pas ça, évidemment. Alors il y a beaucoup de travail, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que le chemin entre la pensée et la réalisation est possible, à condition bien sûr de travailler, mais en tout cas, elle n'est pas impossible. Donc il faut croire, c'est un peu la clé du succès, il faut croire, quoi, en soi. Il faut croire en soi, et après il faut mettre les moyens en œuvre pour y arriver, avant même l'équipe, parce que l'équipe elle vient pas tout de suite. Il faut croire en soi tout le temps, c'est-à-dire que même quand c'est dur, on n'arrête pas forcément, quoi. On se dit, on remet en question pourquoi ça n'a pas fonctionné ou pourquoi ça n'a pas aussi bien fonctionné que l'on pensait, et comme ça on fait des petits pas et à la fin des grands pas. On fait des grands pas. C'est le premier qui coûte. Non mais c'est vrai, faut oser. À l'origine, faut oser. Alors faut rêver, et puis après faut oser essayer de se rapprocher de ses rêves. Il y a des gens qui en cours de route s'aperçoivent que il y a trop de boulot, mais si on fournit la charge qui va avec, si on aguerrit les compétences, comme vous dites, et on peut s'en rapprocher de ses rêves. Bien sûr. Et vous nous parliez du doute tout à l'heure, Tom Novembre, est-ce que c'est un moteur pour vous, ça?
Oui et non. Enfin, quelquefois, ça peut être un frein. Mais c'est aussi un moteur parce que la remise en question, justement, elle pousse. Et plutôt vers l'avant que vers l'arrière. Donc... voilà, on se demande et puis après, on va chercher la réponse et puis ça peut être un moteur à ce moment-là. Et c'est vrai que parce que quand vous parlez du doute tout à l'heure, on paraissait être en opposition. En fait, c'est juste une question de timing. Et c'est vrai que le jour du combat, il n'y a pas de doute. Ah bah vous pouvez pas, non. Non, parce qu'il faut. Mais par contre, d'une manière plus intellectuelle, le doute est capital parce que c'est lui qui vous fait progresser et qui vous permet de remettre en question justement plein de choses. Donc c'est important d'avoir des moments de doute parce que en fait celui qui doute pas, ça veut pas dire qu'il est super fort, ça peut vouloir dire qu'il est très con aussi parce qu'il va jamais. C'est vivre sur ses acquis. Voilà, c'est ça. C'est un mot qui revient beaucoup dans cette émission, con. On adore, parlons vrai sur Sud Radio. C'est quoi le meilleur moment de votre carrière ? Le meilleur moment de ma carrière, oh là là, c'était mercredi dernier ou pas ? Ouais, ça pourrait être mercredi dernier. C'était un grand moment. Franchement, c'était un. Mais est-ce que c'est pas le moment. Premier championnat du monde, par exemple ? Ouais, ben vous savez quoi, le premier championnat du monde, il était dans ma chambre quand je l'ai rêvé et j'ai tellement rêvé les choses fort que il n'y avait pas beaucoup d'écart avec la réalité. C'est beau, c'est beau. Tom Novembre, le meilleur moment. Question. Ouais. Ça dépend sur quel plan, professionnel ou ce que vous voulez. Personnel. Ce que vous avez envie de dire. La naissance de mes 3 enfants, forcément un temps fort. Ouais. Découvrir la tête de votre progéniture, c'est un événement. Et ça vous a transformé, on imagine. Pardon ? Ça vous a transformé en tant que personne. Ça vous remet en question aussi. C'est le cas de dire. Et puis professionnellement, il y en a eu plein. S'il y en a un qui vous vient à la tête comme ça professionnellement ? J'étais très heureux un jour dans ma loge d'ouvrir la porte de ma loge du théâtre sur les Champs. La Comédie des Champs-Élysées ? Non, pas la Comédie. T'as du rond-point. Non, pas le rond-point. Bon, on va pas tous les faire. Peu importe. Et de tomber sur Donald Sutherland qui était venu voir Le Visiteur que je jouais à l'époque avec Rufus. Et Donald Sutherland était un de mes phares depuis MASH avec Robert Altman et quelques autres, Casanova et autres. Donc voir cet homme avec un sourire lumineux qui vous prend dans ses bras sans vous demander votre avis, mais pour vous dire qu'il a bien aimé ce qu'il vient de voir, puisqu'il était bilingue, c'est une vraie joie. Voilà, celui-là me vient en tête au moment où je vous parle. Mais il y en a eu d'autres. Allez, la dernière question de l'émission, il faut répondre rapidement, il nous reste 1 minute 40. Cyril, tiens, vous avez la parole, Tom, vous la gardez. Que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez ? Pardon ? Que dirait l'adulte que vous êtes aujourd'hui à l'enfant que vous étiez avant ? Cet enfant, qu'est-ce que vous auriez à lui dire à ce petit garçon ? Cette fois-ci, essaye d'être à la hauteur. Oh, pourquoi vous n'avez pas été à la hauteur ? Je ne rentrerai pas dans le détail, mais si moi, adulte, je me parle à moi, enfant... C'est ça que vous diriez ? Je me dirais, cette fois-ci, essaye d'être à la hauteur. D'accord. Bon, écoutez, Cyril Benzaken à ce petit garçon, alors ? Je lui dirais, regarde ce que tu as accompli, donc ne doute pas de ce que tu dois accomplir. Parce qu'il y a des moments où, effectivement, j'ai eu des doutes, et je suis passé à côté, et je pense que c'était vraiment psychologique. Crois en toi, quoi. Voilà, crois en toi. Ouais, ça c'est votre mantra. Exactement. Merci à tous les deux d'être venus par ici, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Tom, je rappelle qu'on vous retrouve à partir du 5 juillet au Festival Off d'Avignon dans la pièce Vieille chanson maléfique. C'est une adaptation de John Maran, c'est mise en scène par Tom Joussier. Ça sera au théâtre. Avec Nicolas Verdier. Voilà. On vous attend. Avec Nicolas Verdier. Ça sera au théâtre Le Chien qui fume, tous les soirs à 20h15, je crois, c'est ça ? C'est ça. Cyril, c'est quand le prochain combat ? Il n'y a pas encore de date l'année prochaine ou... je sors de... On est tous impatients. C'est prévu de remettre le titre en jeu ? Oui, bien sûr, mais ça ne sera pas tout de suite. Pourtant, à 36 ans, attention. Je les aurai, les 36. Comme quoi, il n'y a pas d'âge. Allez, merci à tous les deux, c'était excellent. Merci à Daisy qui réalise pour vous aujourd'hui. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, samedi, 13h30, Parlons Femmes. Et puis, bien sûr, c'est excellent comme d'habitude le dimanche à 19h. Bye bye.